Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se regrouper afin de mener une quête de vérité. Et depuis tout aussi longtemps, ces groupes d'hommes se sont affrontés, parfois par pure incompréhension. Mais n'est-il pas normal de craindre ces sociétés qui s'identifient par le signe secret? Ce symbole n'a rien de bien mystérieux. Une croix au centre de laquelle on trouve une rose. C'est bien évidemment le symbole de cette société appelée Rose-Croix. L'Ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique dont les origines traditionnelles remonteraient à l'Égypte antique, vers 1500 avant Jésus-Christ. À l'époque, des initiés se réunissaient afin d'étudier les mystères de la création. L'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, aussi appelé Amorque, compte 250 000 membres dans le monde et près de 1000 au Québec. On les appelle les Rosicruciens. L'ordre est établi aux 4 coins de la province. Ses centres sont installés dans toutes les villes importantes et ce jusqu'à Sept-Îles et Chibougamau. L'Amorque est un mouvement mondial. Il est divisé en juridictions de langue. Bon, je suis le grand maître actuel de la juridiction francophone, qui inclut tous les pays francophones, c'est-à-dire la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, les Dom-Tom, l'Afrique francophone. Mais il y a également donc une juridiction de langue anglaise, allemande, italienne, grecque, russe. Donc il y a autant de juridictions dans le monde que de grandes langues parlées. Et chaque juridiction est dirigée par un grand maître qui a été élu à sa fonction pour un mandat renouvelable de 5 ans. L'histoire de l'ordre, dans son aspect traditionnel, remonte à l'Égypte ancienne, puis en fait, on peut reculer jusqu'à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. On parle de Pharaon Thoutmôsis III et aussi Akhenaton, là, qui était associé à ces écoles de mystère, à ces maisons de vie, qui étaient des lieux qui permettaient à des hommes et des femmes d'étudier ensemble les mystères de la vie. L'incarnation moderne de l'Ordre de la Rose-Croix trouve ses racines dans la publication de manifestes qui en déclarent l'existence et l'affichent pour une première fois sur la place publique. Ce sont donc ces 3 manifestes, rédigés respectivement en 1614, 1615 et 1616, à Kassel, en Allemagne, qui donnent le coup d'envoi à la diffusion des idées rosicruciennes en Europe. Quelques années plus tard, pour mieux se faire connaître, les Rose-Croix placardent les murs de Paris d'affiches invitant les chercheurs à joindre leur rang. L'affichage a lieu durant la nuit. Au matin, les Parisiens découvrent les messages curieux de ce nouveau groupe qui se prétend à la fois de la science et de la religion. Nous, députés du collège principal de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible dans cette ville par la grâce du Très-Haut, etc. Et là, donc, les Parisiens, en premier lieu, ont découvert d'une façon plus ouverte l'existence de ces fameux Rose-Croix. Alors, si on veut se situer un peu historiquement, on est dans une période où on remet en question les institutions, mais pour comprendre les Rose-Croix, on est dans une période, en particulier dans le protestantisme, mais on a aussi les mêmes courants dans le catholicisme, qu'on appelle de piétisme, c'est-à-dire où on veut retrouver une relation personnelle à Dieu et où on veut vraiment un cheminement intérieur. Donc, on est dans cette période où il y a cette mode un peu religieuse et apparaissent ces textes-là. Et lorsque va arriver la mode des sociétés secrètes, donc où les gens veulent se rassembler dans différents cercles, les femmes souvent dans les cercles de thé ou les cercles littéraires, chez les hommes, ce sera autour de cercles plus philosophiques ou d'implication sociale. On verra apparaître à ce moment-là des associations rosicruciennes. Moins religieuse que l'Opus Dei et plus ésotérique que la franc-maçonnerie, le but de l'Ordre de la Rose-Croix demeure celui de la plupart des sociétés secrètes, c'est-à-dire la recherche de la perfection pour l'être humain. Quand j'ai adhéré, j'avais 24 ans. C'est en 1977. J'étais jeune marié. Et c'était plus fort que moi. Ça m'attirait. Ma mère,
qui était rosicrucienne depuis 1 an, m'a présenté un document et ça a piqué ma curiosité immédiatement. Dès que j'ai lu, on appelle ça la maîtrise de la vie. Il nous dit qu'on peut faire une évolution spirituelle, qu'on peut faire une évolution physique et qu'on peut, de plusieurs manières, aider à un monde meilleur. Et ça me touchait profondément parce que dans ces années-là, c'était même la guerre au Vietnam. Et inconsciemment, je priais tous les soirs pour que la guerre cesse. Donc, j'étais vraiment l'endroit idéal pour moi. Ce qui m'a fait choisir les Rose-Croix, en fait, c'est que depuis très jeune, je me suis intéressée à la philosophie et à la spiritualité, mais aussi parce que je me suis posé toutes sortes de questions. Qui suis-je? Je viens de quel endroit? Pourquoi on existe sur Terre? Toutes sortes de questions, comme on peut dire, existentielles. J'ai pris connaissance de la Rose-Croix parce que mes parents faisaient partie de la Rose-Croix quand j'étais jeune. Et puis j'ai été exposée aux questions et aux sujets qu'eux abordaient dans le cadre de leurs études. Des Rosicruciens, il peut certainement y en avoir dans votre entourage à votre insu, car si aucune règle n'interdit aux membres de s'afficher, plusieurs préfèrent être discrets. On sait cependant que parmi les Rosicruciens célèbres, on retrouve plusieurs hommes de science comme Isaac Newton et Benjamin Franklin, et des artistes aussi. Les personnages célèbres qui ont été Rosicruciens, Léonard de Vinci, Michael Maher, Francis Bacon, Paraclèse. On a une liste avec les preuves en France que tous ces gens-là ont été Rosicruciens. Une, pour les plus jeunes, Édith Piaf. Aujourd'hui encore, il y a des Rosicruciens célèbres dans le monde des arts, de la littérature, des sciences, mais la filiation rosicrucienne est tout à fait confidentielle. Donc c'est pas à moi de le dire, voyez. Il faut quand même reconnaître que encore en 2010, à notre époque, on ne voit pas toujours d'un bon œil des mouvements philosophiques, des mouvements ésotériques, que ce soit les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les Chevaliers de Colomb, les Martinistes et que sais-je encore, à tort. Peut-être parce que ce sont des mouvements, même pas peut-être, probablement parce que ce sont des mouvements qui sont méconnus ou mal connus. Et l'humain est tel qu'il a souvent peur de l'inconnu. Il est un fait qu'autrefois, l'ordre de la Rose-Croix était une société secrète, pas par plaisir, mais parce qu'il fallait préserver les membres des persécutions religieuses et politiques. Donc il fallait être prudent, d'où la nécessité du secret, pour éviter vraiment les persécutions, parce que des Rosicruciens de tout temps d'ailleurs ont été persécutés pour leurs idées. Je pense Giordano Bruno par exemple, qui a été brûlé vif en 1600 parce qu'il avait osé émettre l'idée que peut-être la vie existait dans d'autres mondes. Lorsqu'on regarde l'enseignement rosicrucien, on s'aperçoit que, par exemple, très rapidement, on fait mention, la réincarnation existe, ce qui est inacceptable du point de vue de la doctrine catholique. Déjà, on suspectait les sociétés secrètes, on les voyait anticléricales contre l'Église, mais en plus de ça, l'enseignement de la Rose-Croix propose des choses qui sont irréconciliables avec la foi catholique, ce qui a amené à un durcissement de la part de l'Église catholique face à des mouvements comme ceux-là. L'ordre s'affiche publiquement, parce qu'en fait, il y a des locaux publics. Par exemple, à Montréal, il y a un local sur la rue Papineau. Et c'est bien identifié que c'est un local de l'ordre de la Rose-Croix. La même chose à Longueuil. Il y a aussi un édifice qui est occupé par les Rosicruciens. C'est bien indiqué devant les portes. Et donc, en ce sens-là, l'ordre est public en tant que tel. Étant des êtres sensibles, nous sommes des êtres qui réagissons à notre environnement. Pour partager une partie de leurs enseignements, les Rose-Croix organisent aussi des conférences publiques par l'intermédiaire de l'Université Rose-Croix. Les membres et les non-membres y sont invités. Implique que nous pouvons croire en la possibilité de vivre une vie satisfaisante. Par contre, l'intégralité des enseignements et les activités en loge sont exclusivement réservées aux membres de l'ordre. Oh, Alors donc voilà un temple rosicrucien. Donc... Privilège sacré. C'est très égyptien. Il y a beaucoup de signes. Oui, parce que sur le plan historique, l'ordre de la Rose-Croix remonte au XVIIe siècle, mais sur le plan traditionnel, il remonte à l'Égypte antique. Un temple rosicrucien, si vous voulez, dans la symbolique, représente en quelque sorte la Terre, avec les 4 points cardinaux. Ça veut dire que là, vous avez l'Est, en face, vous avez l'Ouest, là, le Sud, le Nord, et un autel triangulaire qui symboliquement éclaire
de sa sagesse, en quelque sorte, les membres présents. Mais lorsque vous faites vos rencontres, il y a donc 4 orateurs ou il y en a un et il y a quelqu'un à chaque il y a 4 personnes, mais l'orateur se trouve derrière le lutrin de l'Est. Pourquoi? Parce que symboliquement, l'Est, c'est l'endroit d'où vient la lumière, le lever du soleil, la connaissance, la sagesse. Quant à la rose-croix, bon, j'ai eu l'occasion d'expliquer, ce n'est pas un symbole religieux, parce que là, évidemment, voir la rose-croix comme ça, on pourrait croire que c'est Jésus, que c'est la croix de Jésus. Mais non. Non. Là, il faut être précis. La croix représente le corps physique de tout être humain, et la rose qui est au centre de la croix représente l'âme de l'homme quand on est évidemment spiritualiste. En ce qui concerne le processus d'adhésion, l'Ordre de la Rose-Croix ne pratique aucune discrimination. Les femmes y sont les bienvenues autant que les hommes. La race, les allégeances politiques et religieuses et les positions sociales n'ont aucune importance. Les athées sont également acceptés. Je me rappelle que j'avais écrit à la Grande Loge pour recevoir une brochure qui s'intitule « La maîtrise de la vie ». Et à l'intérieur de cette brochure-là, il y a une demande d'affiliation, nom, prénom, et puis pourquoi voulez-vous devenir membre? Bon, voilà. Alors je le voyais, et puis j'ai fait ma petite prière, parce que je voulais absolument, moi, rentrer dans l'ordre. Finalement, c'est un petit peu la grande porte d'entrée. Femmes, hommes, homosexuels, blancs, noirs, jaunes, on les accepte. Il n'y a aucun problème. Naturellement, c'est comme toute organisation, on a une feuille à remplir disant notre nom, qu'on est marié, quelle religion qu'on est, des petites choses comme ça. Et on envoie ça en France. Et là, de là, ils nous réécrivent en disant « Oui, vous êtes acceptés », ils nous envoient notre carte de membre. Moi, je suis plus scientifique là, de formation. Et j'ai aussi beaucoup touché à la philosophie, un peu à la spiritualité. Et tous ces aspects-là étaient abordés dans le programme Rosicrucien. Et moi, ça me permettait aussi d'avoir une sorte de fil conducteur pour équilibrer, pour mettre un peu de l'ordre là-dedans. Je voulais que ça soit structuré. Je voulais avoir un sens d'apprentissage beaucoup plus profond. Ça répondait à ce que je voulais, parce que moi, je suis une personne structurée. Je voulais avoir une étape. Et puis, il disait que c'était des enseignements pratiques, théoriques. Alors, ce qui m'intéressait, ça englobait tout. L'enseignement rosicrucien s'étale sur 12 degrés. L'étude d'un degré peut comprendre de 12 à 24 monographies. Chaque monographie est en fait un petit magazine qui propose des enseignements de la philosophie rosicrucienne. Les membres sont donc tenus d'étudier ces monographies comme on le fait pour un cours par correspondance. Chaque rosicrucien, tous les mois, reçoit donc des monographies. Ce sont des fascicules de 5 à 10 pages qui sont échelonnés sur 12 degrés. Et donc, de monographie en monographie, de degré en degré, eh bien, chaque membre de l'ordre va étudier l'enseignement que les rosicruciens se sont perpétués à travers les âges. Dès qu'on rentre dans la Rose-Croix, il y a une période préparatoire qui dure 1 an et demi. On appelle ça des degrés atrium. Atrium 1, atrium 2, atrium 3. Là, c'est comme on dit aux chercheurs que voilà ce qu'on va étudier dans les degrés. On fait un passage de certains principes. Puis là, vraiment, les degrés, là, c'est quand on rentre dans les degrés du temple. Là, on rentre dans les degrés du temple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au 12e degré. Chacun des degrés porte sur des thèmes particuliers. Par exemple, le 6e degré du temple va porter plus sur les enseignements concernant la santé, comment la conserver, la rétablir. Un autre va porter sur les lois de la vie. Ce sont des thèmes qui nous sont proposés pour qu'on fasse notre propre réflexion. Parce que l'objectif pour un rosicrucien, c'est pas de devenir un expert dans ces questions-là, mais d'apprendre et de se forger sa propre philosophie de la vie. Je comparerais ça, les enseignements, à un coffre à outils. Vous prenez un coffre à outils et vous allez avoir une expérience sur la visualisation. Vous allez avoir des façons de méditer. Vous allez avoir des exercices sur la concentration. Toutes ces choses-là, vous pouvez le faire, mais si vous n'avez jamais eu ces outils-là, vous allez cheminer. Écoutez, il y a des gens qui cheminent très bien. Mon père n'était pas rosicrucien, puis il a très bien cheminé, mais vous mettez un plus de votre côté.
Les membres ne sont pas tenus de se présenter en loge pour les rencontres. En fait, un fort pourcentage de Rosicruciens pratiquent à la maison. Ces adeptes reçoivent donc des monographies à fréquence d'1 par semaine par la poste ou via Internet. Ils doivent y consacrer le temps nécessaire et concentrer leurs études des monographies, particulièrement le jeudi. Il n'y a pas d'obligation dans la MORC. On suggère aux membres d'étudier une monographie par semaine, éventuellement le jeudi, parce que la tradition rosicrucienne rapporte que la première réunion des Rosicruciens aurait eu lieu un jeudi. Mais là, on est dans le domaine de la tradition. Alors je sais qu'il y a des Rosicruciens qui étudient le jeudi, mais d'autres le lundi, le mardi, le mercredi. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un repère éventuel. Ça prend 1 heure par semaine. On lit la monographie. Okay, on peut prendre 1 heure quoi, dans la soirée, un mercredi soir, un jeudi soir, où on est vraiment disponible, où on est seul là, pour pouvoir comprendre, pouvoir assimiler ce qui est écrit dans la monographie. Une fois qu'on aborde, disons, un texte, il s'agit d'y réfléchir après ça pour voir comment ça s'applique dans notre vie quotidienne. Puis parfois ça s'applique, parfois ça prend du temps avant qu'on voit l'utilité. Dans mon cheminement personnel, j'ai décidé de rester chez moi pendant 2 ans à peu près. Parce que je crois que une démarche spirituelle est avant tout personnelle et individuelle parce que c'est une introspection de nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes. Hein? Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Alors, moi, je suis en travail social et je voulais me connaître encore avec toutes les questions existentielles que j'avais depuis tout jeune. Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans chez moi. Je me suis retrouvée dans une loge. Des fois, avoir à partager avec d'autres, ça nous donne une autre vision par l'expérience des autres ou leurs commentaires. Bien, exactement. Voilà. Moi, je ne participe pas régulièrement dans une loge. Je fais plutôt mes études à la maison seule. J'ai pas nécessairement une objection à ça. C'est tout simplement qu'à ce stage-ci, j'ai plusieurs autres choses que je dois faire dans ma vie. Donc, je sens que les études à la maison me suffisent pour l'instant. C'est pas obligatoire. C'est moi qui ai décidé d'aller dans une loge pour compléter cette formation-là, la formation écrite. Je crois que pour moi, l'affaire la plus importante, c'est de vivre l'esprit de fraternité qui est si cher pour nous, aux Rosicruciens. Le fait que l'ordre est apolitique, est non religieux, non sectaire, donc on retrouve des catholiques, des chrétiens, j'en connais des témoins de Jéhovah, alors ça ne cause aucun problème. Il y a des membres qui éprouvent le besoin de rencontrer d'autres membres pour échanger avec eux leur compréhension de ce qu'ils ont étudié tout seuls chez eux. Alors ils peuvent venir dans des loges et donc ils participent ici, vous voyez, à des réunions. L'orateur, donc, qui est responsable de la loge pendant 1 an, est celui qui conduit en quelque sorte les débats. Donc à un moment donné, il va prendre place derrière le lutrin et il va lire un entretien philosophique sur un thème rosicrucien. Je vous dis, ça peut être les rêves, la philosophie de Platon, le temps et l'espace, l'initiation en Égypte antique. Et les membres qui sont assis sur les sièges que vous voyez... Ils ont déjà lu ça, ils sont déjà un peu informés, non? Ils découvrent. Alors évidemment, c'est quand même en relation avec ce qu'ils ont étudié chez eux. Mais ça peut être tout à fait différent aussi, ça, voyez. Et après, ils vont poser des questions, ils vont faire des commentaires entre eux, ils vont échanger leurs expériences. Une réunion ici, ça peut durer à peu près 1h30 maximum. Et puis, comme les Rosicruciens ont la tête dans les étoiles mais les pieds bien sur terre, après la réunion, ils sortent du temple et puis se retrouvent, ils partagent des agapes entre eux, ils continuent à discuter, à échanger. Voilà tout simplement comment ça se passe dans une loge rosicrucienne. Triangle, Orient, loge, des termes qui ne sont pas sans rappeler la symbolique des francs-maçons. Cette société secrète créée officiellement en 1717 et qui, elle aussi, prétend à l'accomplissement de l'homme. Pour un non-initié, les Rose-Croix et les francs-maçons ont en commun d'appartenir à une école de pensée, à une société secrète ésotérique ayant le même genre de préoccupations. Je pense que nos origines sont plus profondes que celles des francs-maçons. Parce que les francs-maçons, on parle du 17e siècle. Tandis que l'ordre de la Rose-Croix a pris une bonne partie de ses enseignements dans les temps passés, dans les temps des Égyptiens, des Grecs, Pythagore, Platon.
et c'est revenu au 17e siècle. Donc, de là, je ne partirai pas de guerre avec les francs-maçons, mais ça fait très longtemps. Qui est apparu en premier, les francs-maçons ou les Rose-Croix? Il y a des spécialistes qui disent à l'origine, on a des francs-maçons qui vont créer de nouvelles formes de loges, mais se dissocier complètement de la franc-maçonnerie, et ça va donner le rosicrucianisme. Et d'autres disent non, à l'origine, on a peut-être justement la pensée rosicrucienne, et de cette pensée-là vont naître les loges franc-maçonnes. On n'est pas capable de trancher là exactement les origines. Il est un fait que ces deux organisations ont des liens traditionnels et historiques au point que certaines obédiences maçonniques spiritualistes comportent toujours le grade de chevalier Rose-Croix. Comme les francs-maçons aussi, les rosicruciens portent un tablier pendant les rituels. Si j'avais à différencier la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, lors de la Rose-Croix à Morque, on est face à un mouvement qui est plus individualiste. Je n'ai même pas à me déplacer à rencontrer mes frères et sœurs de la Rose-Croix, alors qu'au contraire, les francs-maçons, la fraternité est très importante. Ça, c'est sûrement un aspect. Et chez les Rose-Croix, tout le discours sur Dieu, le spirituel, l'âme, le cheminement, la réincarnation, les auras, le voyage astral, la télépathie, tout ça, c'est extrêmement développé, ce qui n'est pas du tout présent chez la franc-maçonnerie. Une magie plus pragmatique et individuelle chez les Rose-Croix et une magie plus cérémonielle mais fraternelle chez les francs-maçons. Comme un franc-maçon peut en reconnaître un autre par ses signes secrets qui font l'objet de notre série, les rosicruciens ont eux aussi développé certains symboles qui leur sont propres. C'est sûr, quand on se rencontre en groupe, on se reconnaît, mais si je m'en vais sur la rue, j'ai aucun signe à faire pour voir si les rosicruciens ou pas. D'aucune façon. Quand on se rencontre entre rosicruciens, on se serre la main. Parfois, on s'embrasse un bec sur les deux joues comme on fait en famille, ici au Québec ou dans le Canada français. Donc, outre cela, il n'y a pas rien d'autre qui à ma connaissance. Moi, j'ai mis un pins aujourd'hui parce que je savais que je passerais à la télévision et que ce pins, c'est quelque chose à la fois décoratif qui montre que je suis rosicrucien, mais ce n'est pas une obligation. La plupart des rosicruciens n'en ont pas. Et puis, il y en a qui en ont puis qui ne le portent pas. Il y en a qui en ont qui le portent de temps en temps. Vous voyez, il y a tous les cas de figure, mais il n'y a pas de signe de reconnaissance à ce niveau-là entre rosicruciens. S'il y a des signes secrets dans l'ordre, je ne crois pas, parce que tout est dans les livres. On s'annonce ancien mysticorde de la Rose-Croix, donc on a la croix et on a la rose. Non, je ne crois pas qu'il y a des signes secrets. Il faut enlever maintenant le mot secret. Et vous voyez le livre que nous venons d'écrire il y a quelques années, les Rose-Croix lèvent le secret. C'est qu'anciennement, dû aux religions, à la politique qui n'acceptaient pas des organisations comme la nôtre, on devait se cacher. Donc les gens en petits groupes se réunissaient pour faire leurs études et c'était seulement oral. Là, je vais vous proposer un petit exercice pour être capable de se détendre. C'est juste en 1909 que les enseignements ont été mis par écrit. Aujourd'hui, ce n'est plus un ordre secret. Lorsqu'on regarde la question des sociétés secrètes, on a un phénomène intéressant parce que avec l'avènement d'Internet, on a maintenant accès à plusieurs secrets. Entre autres, un exemple classique, c'est celui de la Rose-Croix à Morque, qui se sont ouverts, où on a maintenant accès à certains de leurs enseignements, mais il y a une bonne partie de leurs enseignements qui restent secrets où, pour y avoir accès, je dois faire partie de l'organisation. Et là, ça nous amène à la fonction du secret. Pourquoi donc, première des choses, c'est que le secret nous fascine. Parce que pourquoi le secret me fascine, c'est que au moment où j'y ai accès, je me distingue maintenant de la masse. J'ai maintenant accès à un savoir que seul moi ou peu d'individus possèdent, et à ce moment-là, je deviens quelqu'un. On dit que nos sociétés modernes, il y a beaucoup d'anomie, on n'a plus d'identité, donc on doit construire nous-mêmes notre identité. Le secret devient un moyen d'avoir accès à cette nouvelle identité-là. Parmi les enseignements réservés aux membres de la Rose-Croix, il y aurait l'apprentissage d'un alphabet particulier, un alphabet utilisant des symboles cryptés pour transmettre des textes secrets. Alors effectivement, donc il existe un alphabet rosicrucien, mais qui est plus dans le domaine de la tradition. Ça, c'était l'époque où l'ordre de la Rose-Croix était une société secrète. Pour éviter les persécutions religieuses et politiques, les rosicruciens communiquaient entre eux
à l'aide d'un alphabet purement rosicrucien. Mais au XXIe siècle, cet alphabet n'a plus cours. Comme il était à l'origine secret, je ne peux pas vous le dessiner. Disons qu'il reprend des lettres qui sont basées sur l'usage du triangle. Je vois le triangle aussi, on le voit beaucoup, on le voit souvent. Oui, parce que le triangle, c'est un symbole ésotérique très présent dans la tradition rosicrucienne et dans d'autres traditions. C'est un symbole majeur, il correspond à ce que l'on appelle la loi du triangle et qui énonce tout simplement que dès lors que deux conditions de nature opposée sont réunies, elles en produisent toujours une troisième. C'est également le symbole de l'aspect ternaire de tout ce qui existe. Ouais. On peut par exemple parler... un homme, une femme, un enfant. Un homme, une femme, un enfant, vous voyez. Donc cette loi, elle existe tellement que tout le monde connaît l'adage « jamais deux sans trois ». Qui dit société secrète dit initiation. Pourtant, chez les Rosicruciens, il n'y a pas de cérémonie d'accueil obligatoire. Qu'ils choisissent de se réunir en loge ou d'étudier en solitaire, les membres peuvent se soumettre aux initiations rosicruciennes, mais n'y sont pas obligés. L'ordre de la Rose-Croix, on dit que c'est un ordre initiatique. Bien sûr, l'initiation, on peut avoir différentes conceptions de tendance à transformer ça en rituel mystérieux, tout ça. Mais en fait, si on regarde le sens même de l'initiation, veut dire commencement. Donc, ça veut dire commencer quelque chose. Mais moi, j'y vois un autre sens aussi, c'est itérer, aller à l'intérieur de soi-même. Et en fait, toute démarche initiatique, c'est une démarche de transformation personnelle. Chaque degré a une initiation, c'est-à-dire qu'à la fin du degré, lorsqu'on a terminé, si dans ce degré-là, il y a eu 25 monographies, 30 monographies, on a une initiation personnelle à faire. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer une petite expérience que vous allez faire chez vous, dans un appartement tranquille, qui va vous faire ressentir ou comprendre mieux les études que vous venez de faire. Si on a un degré sur la santé, l'initiation va être faite en conséquence sur la santé. On peut peut-être magnétiser l'eau, mettre des vibrations sur un verre d'eau, la boire, sentir qu'est-ce que ça nous apporte. Des initiations ou un rituel est tout simplement très symbolique. C'est entre guillemets, un rituel de passage. Quand on gradue à l'université, on met un chapeau et puis on est bien content et on reçoit un diplôme. Alors, c'est un peu comme ça. On n'est pas obligé d'être initié dans une loge et de faire ces rituels. On peut rester chez nous et puis jamais être initié. L'enseignement rosicrucien est à la fois théorique et pratique. Donc sur 12 degrés, on va aborder beaucoup de notions, les origines évidemment de l'univers, les lois naturelles, les lois universelles, les lois de la conscience, les attributs de l'âme, comment les rosicruciens conçoivent-ils la mort ou la naissance. Donc il y a évidemment des sujets extrêmement variés qui vont être abordés d'une façon plutôt théorique. Mais il y a tout un aspect pratique qui donne lieu à des exercices. Ils nous enseignent la réincarnation, ou l'aura, ou le karma. On n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'ils nous disent, mais on a des expériences en fonction de tenter d'essayer de voir l'aura, disons, par exemple. Moi, j'ai jamais réussi. Il y en a qui disent qu'ils le voient, ben c'est correct, tu vois. La visualisation, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une façon de mieux maîtriser sa vie ici. Par exemple, avec mon employeur actuel, j'ai commencé en tant que spécialiste en recrutement. J'aimais bien ce job-là, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais prête pour un rôle de leadership. Et puis, justement, il y a une occasion d'emploi qui s'est présentée pour un poste en ressources humaines et le désir est vraiment né en moi de vouloir avoir ce poste-là. Maintenant, comme n'importe qui, je devais passer à travers une compétition, mais je voulais justement me voir, me visualiser dans ce poste-là. Qu'est-ce que je ferais avec ce poste-là? Comment je voyais mon mandat si j'obtenais le poste? Et j'ai commencé vraiment à activement visualiser comment ce serait pour moi. Et puis, j'ai aussi visualisé comment s'est passée l'entrevue. Je voyais mon nom avec le titre en dessous, etc. J'ai vraiment fait une image concrète de comment les choses pourraient se passer. Et en effet, j'ai obtenu le poste. L'intuition, pour nous, les Rosicruciens, est une faculté psychique qui est extrêmement importante. Je pense que c'est peut-être une des plus élevées en tant que telle.
Mais l'intuition, nous pouvons la développer. Et donc, l'ordre va nous proposer des exercices particuliers pour développer l'intuition. Par exemple, si vous recevez une lettre par la poste, sans la regarder, parce qu'on sait tout de suite si c'est une facture, mais juste la tenir dans la main et imaginer le contenu. Donc, essayez de saisir la première impression. Un coup de téléphone. Qui m'appelle? Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. C'est peut-être ce côté-là, moi, j'adore prier. J'ai découvert ça avec le temps, que oui. Mais c'est pas une prière où je vais réciter Non, je vais me concentrer peut-être sur le mot Dieu, ou bien sur le mot âme, sur quelque chose. Un des aspects les plus surprenants de l'Ordre de la Rose-Croix, c'est cette pratique que l'on pourrait qualifier de voyage astral, une étape qui est proposée aux Rosicruciens du 7e degré. Le 7e degré se rapporte au corps psychique de l'homme et aux fonctions qui lui sont propres, parmi lesquelles la projection psychique, donc le voyage astral. Nous pensons que tout être humain possède en réalité 3 corps. Un corps physique, un corps psychique et un corps spirituel qu'on préfère appeler âme. Les Égyptiens, d'ailleurs, de l'Antiquité, parlaient déjà du Khat, du Ka et du Ba. Donc, effectivement, il est possible, au moyen d'une certaine technique, de projeter ce corps psychique et donc d'étendre notre conscience à l'extérieur de nous-mêmes, vers des lieux éloignés de l'endroit où nous nous trouvons physiquement, et d'avoir conscience de ce qui se passe dans l'absolu à 200, 300, 400 km. C'est une faculté qui existe, dont on parle d'ailleurs dans toutes les traditions, mais qui est extrêmement difficile à développer. Alors, la technique de base, telle que les Rose-Croix du passé nous l'ont transmise, fait partie de l'enseignement rosicrucien. On la propose aux membres de l'ordre, et puis c'est à eux d'essayer de la mettre en pratique et de voir quels sont les résultats qu'ils obtiennent. On nous montre la technique pour faire la projection psychique. Voilà. Mais c'est peu de gens qui vont réussir à faire ça. Comme je vous dis, ça prend des années et des années de pratique. Et quelque part, si on espère développer cette faculté-là pour aller faire des choses soi-disant mauvaises, peut-être qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés là, à développer ces facultés-là. Est-ce qu'on peut faire des voyages astrales? Sûrement. Est-ce que j'en ai fait? J'en ai jamais fait. Est-ce que ça m'intéresse? Si ça m'arrive, je verrai. Mais pour moi, c'est plutôt de travailler sur mon côté humain, à m'améliorer à tous les jours, puis à améliorer le monde dans lequel on vit. Les Rosicruciens aspirent à une perfection de l'âme, et un Rosicrucien qui aurait atteint le niveau de perfection serait appelé Rose-Croix. Si on veut vraiment être précis, un Rosicrucien, c'est un membre de l'ordre de la Rose-Croix, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie l'enseignement rosicrucien. Dans l'absolu, j'insiste, dans l'absolu, un Rose-Croix est quelqu'un qui, grâce à l'enseignement rosicrucien, a atteint l'état de sagesse. Autant vous dire qu'il y a beaucoup plus de Rosicruciens que de Rose-Croix en ce monde. Des Rose-Croix, il n'y en a pas sur cette terre, pour le moment. C'est plutôt un état Rose-Croix. C'est atteindre la perfection. Et ça ne se fait pas en une vie. Donc, voyez-vous que ça vient avec la logique que la réincarnation nous amène à être meilleur de vie en vie. Combien de vies, je ne sais pas. 500, 1000, je ne sais pas. Mais ça nous aide à faire un pas de plus dans notre évolution. Et un jour, le but de tout Rosicrucien, c'est d'atteindre l'état Rose-Croix. Je suis totalement rosicrucienne et puis on est en devenir, mais ça doit prendre plusieurs vies si on croit en la réincarnation pour atteindre un niveau aussi élevé. La réincarnation, encore une fois, les gens ont le choix d'y croire ou pas. On nous enseigne la réincarnation et dans notre philosophie, c'est de dire qu'on ne peut pas devenir parfait dans une vie. Et ce serait une injustice à mes yeux qu'on ait seulement une vie. Pourquoi qu'un enfant à 3 ans décéderait et un autre vivrait jusqu'à 90 ans? Pourquoi il y a des gens qui sont handicapés? Que ce serait leur seule vie? Pour moi, ça n'a pas de logique. Pour les Rosicruciens, on ne se réincarne pas immédiatement après la mort. Les Rosicruciens, ils ne sont pas les seuls, pensent qu'après la mort, l'âme qui est en nous, l'esprit qui est en nous, va quitter le corps. Mais avant de se réincarner, selon nous, va en quelque sorte en tant qu'énergie fusionner avec ce que l'on appelle la conscience universelle et va fusionner avec ce que l'on peut appeler le règne suprahumain. C'est-à-dire que le règne suprahumain serait finalement le règne
qui est formé de toutes les âmes qui, à un moment donné, ne sont pas incarnées, tout simplement. Mon père a transité au mois d'avril dernier. Pour les gens, le mot transiter peut-être n'est pas connu. Pour les Rosicruciens, ça équivaut à la mort, mais ça veut dire une transition. C'est-à-dire, comme on croit à la réincarnation, la plupart, je dis pas que tous les Rosicruciens croient à la réincarnation, mais la plupart croient à la réincarnation. Donc, ça veut dire qu'on a d'autres vies. Donc, on transite vers un monde meilleur. On a travaillé sur cette terre à évoluer, à avoir des plus belles qualités, à être un meilleur citoyen du monde. Donc, quand on va transiter, dans notre prochaine vie, quand on va revenir, on va avoir fait un pas de plus. Même si on croit à la réincarnation, même si on sait qu'on va peut-être les revoir une fois que nous-mêmes, on fasse notre transition dans la mort, il reste que cette personne-là nous quitte sur le plan terrestre et c'est triste, c'est très triste. Et on va s'ennuyer de cette personne-là jusqu'à temps qu'on puisse la revoir. En Amérique, le temple suprême de la Morque se trouve à San José, en Californie. Érigé le 17 juillet 1949, son architecture s'inspire et reproduit des éléments de deux anciens temples égyptiens. On y trouve, entre autres, une université rosicrucienne, un musée d'antiquité égyptienne, de même qu'un temple inspiré du culte qui avait cours à l'époque pharaonique. Le Québec, lui, se trouve sous la juridiction francophone, qui a son siège au château d'Aumonville, en France, classé monument historique. Pour ce qui est de l'aspect matériel, eh bien, chaque membre de l'ordre règle une cotisation qui est environ de 250 € par an. Et en échange, si j'ose dire, de cette cotisation, eh bien, chaque membre reçoit tous les mois 4 monographies, tous les 3 mois une revue Rose-Croix d'environ 40 pages, peut à partir de là se rendre dans des loges s'il le souhaite. Voilà de quelle manière la Morque, en tant qu'association à but non lucratif, peut survivre. Je ne trouve pas que c'est très cher d'appartenir à l'ordre. Cette année, ça m'a coûté 340. Et si je choisis de quitter, alors là, j'ai tout simplement besoin d'écrire un courriel à la Rose-Croix en France pour leur indiquer que je souhaite quitter. Et puis, on va me rembourser ou bien tout simplement, c'est fini. La hiérarchie, c'est qu'il y a un responsable pour le monde. Il y a les responsables d'à peu près une vingtaine de pays. Ensuite, vous avez les responsables au Québec, comme j'ai été dans le passé. Et ensuite, vous avez les responsables d'organismes. Donc, c'est une hiérarchie tout à fait bien faite. Et encore là, aucun est nommé à vie. Le renouvellement dans l'ordre de la Rose-Croix à Morque au niveau du membership est actuellement plus lent, plus difficile en tant que tel. En fait, au Québec, si je fais un petit peu d'histoire, l'ordre est devenu plus répandu au début des années 70. À ce moment-là, c'était quelque chose de nouveau, beaucoup de membres, je pense qu'on a atteint peut-être jusqu'à 4 000 à 5 000 membres, si je me souviens bien. Mais par contre, c'était un engouement pour plusieurs qui était plus une curiosité. Parce qu'en fait, c'est que la démarche rosicrucienne n'est pas nécessairement facile. Ça demande beaucoup de discipline personnelle. Chose certaine, l'ordre de la Rose-Croix suscite à la fois curiosité et scepticisme. Mystique, ésotérique ou les deux à la fois? Comment le qualifier? Est-ce que je suis ésotérique? Non, j'aime mieux le mot mystique. Parce qu'en fait, le mystique, c'est un chercheur. Alors, ce chercheur-là, il cherche à comprendre, intellectualiser les lois universelles, les lois divines, les lois humaines, faire le lien entre le ciel et la terre, si tu veux. On est mystique dans l'âme. Un rosicrucien est un mystique. Il est à la recherche de l'étude des mystères. Qu'est-ce que ça veut dire, mystique? J'ai pas fait d'expérience de lévitation ou d'alchimie où j'ai pu tourner des métaux en or. C'est pas le genre d'expérience que moi j'ai fait. Puis en fait, ça n'a pas été le sujet jusqu'à présent des monographies que moi j'ai étudiées.
Vraiment, mes études sont vraiment centrées à l'amélioration personnelle, améliorer mes rapports avec les gens que j'aime, les gens avec qui je travaille. C'est pas vrai qu'on est centré sur soi, parce qu'on peut être avec des groupes, on peut aider des gens, ça arrive souvent des Rosicruciens. S'il y a des gens qui sont très serviables dans la société en général, le nombre de Rosicruciens que je connais qui vont faire du bénévolat, pas seulement pour l'ordre, mais pour des organismes autour, il y en a énormément. Je pense que c'est une marque de commerce des Rosicruciens d'être serviables. C'est vrai que les Rosicruciens, par définition, sont des utopistes, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que nous pensons que le fait de vouloir s'améliorer, se parfaire, ça ne peut qu'être bénéfique pour l'humanité. J'aimerais être capable d'être une exemple de citoyenne autour de moi. Ils sont pas obligés de savoir qu'on est rosicrucienne, mais les gens peuvent te regarder et dire « Francine, comment ça se fait que tu es comme ça? » Tu vois? Elle dit « Ben, je sais pas, je prends le temps de faire mes introspections le soir avant de me coucher. Je regarde s'il y a des choses que je peux améliorer. » Être rosicrucien, c'est avoir une vision spiritualiste de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis convaincu que oui, il y a quelque chose qui existe, qui est à la base de toute la création, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle architecte de l'univers, qu'on appelle la conscience, la force. Il y a quelque chose qui est là, qui est à la base de toute la création. Chaque individu a une parcelle de ces choses-là en lui, qui est le divin. Alors c'est avec cette partie-là, qui est le parti spirituel, c'est avec cette partie-là que lors d'une méditation, là, je vais essayer d'entrer en contact avec. Quand on devient membre, on le devient parce qu'on sent une résonance particulière. Et j'ai ces soucis sur le fait que ça prend une discipline personnelle. Donc c'est pourquoi on peut expliquer que c'est pas un mouvement qui vise la masse, c'est quelqu'un qui va se sentir en quelque sorte en résonance, puis qui va être prêt à faire les efforts nécessaires pour être un véritable Rosicrucien. On est face dans un mode d'organisation qui, à mon avis, donne en tout cas plus de probabilité de survie à long terme comparativement à d'autres organisations, puisque des organisations qui seraient plus structurées, où on demande aux gens à se déplacer, à avoir plus d'implication sociale, ça peut être alléchant pour certains individus, mais ça demeure une minorité dans notre société. On est encore dans une mode de cocooning où on aime bien être à la maison, où on a tous les services qu'on veut à la maison maintenant, avec les écrans plats géants, où je peux faire mes transactions sur Internet, etc. Alors, si quelqu'un a un désir de cheminer spirituellement, on est peut-être là face à une forme qui offre cette possibilité-là à la maison. À mon avis, si j'avais à parier, ce serait une forme qui serait, en tout cas, qui donne plus de possibilités de survie qu'une forme plus rigide. On a les devoirs de l'homme. Regardez les devoirs de l'homme qui sont ici. C'est absolument phénoménal. Comme si chaque pays mettrait en application ce qui est écrit là-dessus, les pays seraient de mieux en mieux. Si je prends un exemple, tout individu a le devoir de respecter les croyances religieuses et les opinions politiques d'autrui dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à la personne humaine, ni à la société. Je pourrais vous en nommer beaucoup comme ça. Tout individu a le devoir de respecter les biens d'autrui, qu'ils soient privés ou publics, individuels ou collectifs. On dit aussi à l'intérieur de ces devoirs de l'homme que toute personne en santé a le devoir de travailler. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui ont été écrites et comme disait, je crois c'est Pythagore, je ne voudrais pas me tromper, c'est beau de revendiquer des droits, mais si l'être humain commençait à faire ses devoirs, on vivrait dans un monde beaucoup mieux amélioré, vraiment amélioré. L'utopie rosicrucienne souhaite plus d'humanisme de la part des politiciens, plus d'honnêteté de la part des économistes, plus de créativité des artistes, de compassion des médecins, la fin de la pauvreté dans le monde et le bonheur dans le travail. Peut-on vraiment être contre la vertu? Rendez-vous sur historiatv.com. Des vidéos inédites du signe secret et un quiz vous y attendent. Testez vos connaissances. Soyez dans le secret.
Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se regrouper afin de mener une quête de vérité. Et depuis tout aussi longtemps, ces groupes d'hommes se sont affrontés, parfois par pure incompréhension. Mais n'est-il pas normal de craindre ces sociétés qui s'identifient par le signe secret? Ce symbole n'a rien de bien mystérieux, une croix au centre de laquelle on trouve une rose. C'est bien évidemment le symbole de cette société appelée Rose-Croix. L'Ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique dont les origines traditionnelles remonteraient à l'Égypte antique, vers 1500 avant Jésus-Christ. À l'époque, des initiés se réunissaient afin d'étudier les mystères de la création. L'ancien émis... Comprendre les Rouges-Croix, on est dans une période, en particulier dans le protestantisme, mais on a aussi les mêmes courants dans le catholicisme, qu'on appelle de piétisme, c'est-à-dire où on veut retrouver une relation personnelle à Dieu et où on veut vraiment un cheminement intérieur. Donc, on est dans cette période où il y a cette mode un peu religieuse et apparaissent ces textes-là. Et lorsque va arriver la mode des sociétés secrètes, donc où les gens veulent se rassembler dans différents cercles, les femmes souvent dans les cercles de thé ou les cercles littéraires. Chez les hommes, ce sera autour de cercles plus philosophiques ou d'implication sociale. On verra apparaître à ce moment-là des associations rosicruciennes. Moins religieuse que l'Opus Dei et plus ésotérique que la franc-maçonnerie, le but de l'Ordre de la Rose-Croix demeure celui de la plupart des sociétés secrètes, c'est-à-dire la recherche de la perfection pour l'être humain. Quand j'ai adhéré, j'avais 24 ans. C'est en 1977. J'étais jeune marié. Et c'était plus fort que moi. Ça m'attirait. Ma mère... des hommes et des femmes, d'étudier ensemble les mystères de la vie. L'incarnation moderne de l'Ordre de la Rose-Croix trouve ses racines dans la publication de manifestes qui en déclarent l'existence et l'affichent pour une première fois sur la place publique. Ce sont donc ces trois manifestes, rédigés respectivement en 1614, 1615 et 1616, à Kassel, en Allemagne, qui donnent le coup d'envoi à la diffusion des idées rosicruciennes en Europe. Quelques années plus tard, pour mieux se faire connaître, les Rose-Croix placardent les murs de Paris d'affiches invitant les chercheurs à joindre leur rang. L'affichage a lieu durant la nuit. Au matin, les Parisiens découvrent les messages curieux de ce nouveau groupe qui se prétend à la fois de la science et de la religion. Nous, députés du collège principal de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible dans cette ville par la grâce du Très-Haut, etc. Et là, donc, les Parisiens, en premier lieu, ont découvert d'une façon plus ouverte l'existence de ces fameux Rose-Croix. Alors, si on veut se situer un peu historiquement, on est dans une période où on remet en question les institutions, mais pour... Ordre de la Rose-Croix, aussi appelé AMORC, compte 250 000 membres dans le monde et près de 1000 au Québec. On les appelle les Rosicruciens. L'ordre est établi aux 4 coins de la province. Ses centres sont installés dans toutes les villes importantes, et ce jusqu'à Sept-Îles et Chibougamau. L'AMORC est un mouvement mondial. Il est divisé en juridictions de langue. Bon, je suis le grand maître actuel de la juridiction francophone, qui inclut tous les pays francophones, c'est-à-dire la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, les Dom-Tom, l'Afrique francophone. Mais il y a également donc une juridiction de langue anglaise, allemande, italienne, grecque, russe. Donc il y a autant de juridictions dans le monde que de grandes langues parlées. Et chaque juridiction est dirigée par un grand maître qui a été élu à sa fonction pour un mandat renouvelable de 5 ans. L'histoire de l'ordre, dans son aspect traditionnel, remonte à l'Égypte ancienne, puis en fait, on peut reculer jusqu'à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. On parle de Pharaon Thoutmôsis III et aussi Akhenaton, là, qui était associé à ces écoles de mystère, à ces maisons de vie, qui étaient des lieux
qui permettait qui était rosicrucienne depuis 1 an, me présenter un document et ça a piqué ma curiosité immédiatement. Dès que j'ai lu, on appelle ça la maîtrise de la vie. Il nous dit qu'on peut faire une évolution spirituelle, qu'on peut faire une évolution physique et qu'on peut, de plusieurs manières, aider à un monde meilleur. Et ça me touchait profondément parce que dans ces années-là, c'était même la guerre au Vietnam. Et inconsciemment, je priais tous les soirs pour que la guerre cesse. Donc, j'étais vraiment l'endroit idéal pour moi. Ce qui m'a fait choisir les Rose-Croix, en fait, c'est que depuis très jeune, je me suis intéressée à la philosophie et à la spiritualité, mais aussi parce que je me suis posé toutes sortes de questions. Qui suis-je? Je viens de quel endroit? Pourquoi on existe sur Terre? Toutes sortes de questions, comme on peut dire, existentielles. J'ai pris connaissance de la Rose-Croix parce que mes parents faisaient partie de la Rose-Croix quand j'étais jeune. Et puis j'ai été exposée aux questions et aux sujets qu'eux abordaient dans le cadre de leurs études. Des rosicruciens, il peut certainement y en avoir dans